Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous le savez, les élections européennes arrivent bientôt, le 9 juin, et nous allons lancer avec Orazi un nouveau format où nous allons interviewer un membre de chaque parti qui se présente à ces élections européennes. Aujourd'hui, bonjour Loris Dumas. Bonjour. Co-secrétaire régional des jeunes écolos Rhône-Alpes et candidat à l'élection européenne. Très sur la essentiel. liste- Non, Tout pas à fait, encore. encore. Et donc candidat à l'élection européenne sous la liste de Marie Toussaint, Europe Écologie Les Verts. Allez-y, présentez-vous et comment êtes-vous arrivé dans ce groupe politique? Donc je m'appelle Loris Dumas, je suis candidat, je suis le plus jeune de la liste, je suis 42e de liste, j'ai 19 ans, je suis étudiant en double cursus de droit et sciences politiques ici à Lyon et auparavant je viens de la Loire, de la Plaine du Forêt. Et donc mon parcours d'engagement, je viens d'un milieu qui est très très éloigné de la politique globalement. Une partie de ma famille est agricultrice et l'autre partie est ouvrière. Et donc la contestation de la politique classique et encore plus une politique écologiste était hyper forte. Mon premier engagement, c'est quand je suis au lycée. Je m'engage contre la réforme du lycée qui est menée par Jean-Michel Blanquer. Et donc je me syndique et je deviens au fur et à mesure conseiller dans diverses instances jusqu'à être conseiller national. Conseiller national à la Ville-Seine, d'opposition face à Jean-Michel Blanquer sur cette réforme. Et donc ça a été mon premier engagement où ça a été vraiment très très formateur. Et ensuite, je suis arrivé à Lyon il y a 1 an et demi et donc là j'ai commencé à m'intéresser à la sphère écolo au moment des législatives en fait, auprès de la candidate Marie-Charlotte Carin, qui était la candidate de la NUPES pour la 3e circonscription de Lyon. Et j'ai accroché, donc j'ai suivi l'aventure et au fur et à mesure je me suis de plus en plus engagé, notamment, tu as dit, chez les jeunes écolos. Très bien. Alors, 3 mots pour résumer. Pouvez-vous nous donner 3 mots pour résumer votre campagne de votre parti et un mot sur la vision que vous voulez de l'Europe durant les 5 années qui vont suivre? Les 3 mots, c'est pas difficile parce que c'est notre slogan de campagne, c'est justice, paix, écologie. Je crois que j'aurai le temps de les expliquer un peu plus en profondeur après. Et un mot pour résumer notre vision de l'Europe, vert, un peu plus de vert. D'accord. Alors, en 2019, la liste écolo avait fait 13% sous l'impulsion de Yannick Jadot. Comment expliquez-vous cette baisse de l'écologie, ou en tout cas votre parti, qui est maintenant plutôt estimé à 5 à 6%, alors que les prérogatives écologistes sont de plus en plus dans les têtes actuelles? Oui, effectivement, aux dernières élections, on a fait 13,7%, qui était un score assez remarquable. Après, il ne faut pas oublier que pendant toute la campagne, on nous sous-estimait. À chaque élection où les écologistes se sont présentés, on nous sous-estimait. Ici à Lyon, pour les élections municipales, on disait qu'on n'allait jamais gagner. On a gagné très très largement. Et ça a été pareil aux dernières élections européennes. Si je me rappelle bien, une semaine avant le scrutin, on était crédité de 7%. Et on a fait quasiment le double. Donc je pense que la séquence ne nous est pas forcément très favorable, c'est vrai. Ce qui a joué en notre faveur la dernière fois, c'était les marches climat qui sont amplifiées. Mais je pense que la sensibilité écologiste est toujours là chez tout le monde. En fait, la génération climat, maintenant, elle est en capacité de voter. Moi, je fais partie, mon premier engagement dans la rue, c'était ça. La première fois que j'ai défilé, c'était pour ça. C'était une marche climat et j'étais bien loin des partis. La contestation, je la créais aussi. Et en fait, au fur et à mesure de mon engagement, je me suis rendu compte que la chose la plus efficace pour faire changer les choses, c'est d'y aller soi-même et d'être dans les partis. Parce que c'est les partis qui sont au pouvoir, c'est les partis qui ont la force d'impulser des grands changements, et notamment en Europe, où en fait, vous l'avez dit, on a eu beaucoup de députés la dernière fois, et donc on a 13, c'est ça. Et donc on a pu faire changer les choses drastiquement, quand même si on reste un groupe minoritaire. On est le 4e groupe à l'échelle du Parlement européen. Et donc, avec nos alliés de toute l'Europe, on peut, grâce au compromis, créer des grandes victoires. Moi, je pense notamment à l'écocide, qui était une très très belle victoire. Après, il y en a plein d'autres à mener. On continue de se battre contre les pesticides. Là, c'était une plus grosse défaite. Mais sur les sondages, je pense que les dynamiques peuvent bouger très très vite. On l'a vu, la campagne. Là, le candidat qui monte, c'est Raphaël Glucksmann, parce que son discours a bien porté sur la guerre et qu'il a bien réussi. La France Insoumise fait une très bonne campagne aussi à gauche en parlant beaucoup de Gaza, ce qui peut aussi alimenter un essor. Après, sur ces sondages, qui ira aux urnes, on sait que notre électorat sont des électorats qui sont très très mobilisés et qui sont fidèles aux urnes. Donc on pense qu'on peut stabiliser un score et que c'est pas une fatalité. Je pense que les séquences à venir
On vous le souhaite. Maintenant, pour revenir sur le programme, donc justice, paix, écologie, que concrètement ces trois mots veulent dire dans votre esprit militant? Alors dans l'esprit du parti et dans mon esprit personnel, la justice c'est d'abord l'idée qu'on ne fait pas d'écologie sans la justice. Et c'est la justice sociale d'abord, parce qu'en fait on le sait, la pollution et le taux d'émission carbone il est différent chez les individus, et plus on a de l'argent, plus on pollue. Aujourd'hui, quelqu'un qui touche le SMIC a 5 tonnes, entre 4 et 5 tonnes d'émissions carbone, donc il est presque dans les limites qui sont fixées, alors que quelqu'un qui gagne plus de 5 000 euros par mois, lui, est à presque 10 tonnes. Et donc, en fait, la justice, c'est aussi de la justice sociale. Aujourd'hui, en Europe, il y a de plus en plus d'inégalités. On le voit en France, la grogne sociale, elle est partout. Et donc, c'est rétablir la justice sociale, mais aussi une justice climatique. Quand on a des entreprises qui peuvent se permettre de polluer, notamment via des quotas carbone, massivement, mais en fait, ce n'est pas de la justice. On est en train de pourrir notre avenir, il faut le dire. En fait, on compromet complètement l'avenir de l'humanité au profit de quelques profits justement. On a des méga profiteurs qui se sont enrichis pendant les crises successives, la crise du Covid, la guerre en Ukraine, et maintenant en fait nous on aimerait rétablir un État-providence européen qui se base sur la justice. Ensuite sur la question de la paix. Et en cela donc sur la justice, que vous proposez-vous concrètement pour par exemple les quotas carbone? Aujourd'hui, par exemple, on propose un ISF climatique pour financer la transition. On sait qu'aujourd'hui, cet ISF climatique rapporterait 250 milliards par an à l'Europe. Et donc on aurait besoin de 400 milliards. Donc après, il y a des mesures sur les décarbonations et notamment sur l'agriculture qui est un gros pan de notre programme. Oui. Parce qu'on a souvent dressé médiatiquement le portrait de l'écolo anti-agriculteur. En fait c'est faux, on est les amis des agriculteurs depuis très longtemps. Hein. Marcher main dans la main? On marche main dans la main, des fois on se crie un peu dessus, mais en fait globalement on va vers les mêmes intérêts. Nous on n'est pas contre on est plutôt contre l'agro-industrie et contre tous ces gens qui profitent du système, contre les pesticides et contre toute cette malbouffe en Europe. Aujourd'hui la PAC elle est responsable de la majorité des économies d'argent en Europe pour les agriculteurs. Et en fait, cette PAC elle est redistribuée majoritairement aux grandes exploitations. Oui. Il y a seulement 30% des agriculteurs, les 30 plus grosses exploitations, 30% des plus grosses exploitations qui touchent cet argent. Et donc les 80% restants, 70% restants, eux, c'est des petites exploitations qui ont souvent, quand on prend des vaches par exemple, moins de 100 vaches, quand on prend des exploitations, moins de 40 hectares. Et en fait, ces gens ne touchent pas et ont beaucoup de mal à vivre, et c'est ces agriculteurs qu'on a vus dans la rue et qui criaient leur mécontentement. Et donc en fait, nous, on est massivement alliés avec ces gens, et donc aujourd'hui en Europe, ce serait aussi un refondement de la PAC qui permettrait de faire des économies. D'accord. Au sujet de la paix, on a vu que le Proche-Orient s'est embrasé et la guerre en Ukraine continue de se dérouler. Vous êtes sur ces sujets-là. Que concrètement proposez-vous? Aujourd'hui, entre les va-t-en guerre et les laxistes, je pense qu'il y a un entre-deux. Et la paix me paraît être cet entre-deux. Nous, on essaie d'incarner une Europe qui soit indépendante. On est fédéraliste depuis toujours. Et donc, aujourd'hui, on dépend pour notre armement essentiellement des Américains. Oui. Et donc, nous, on aimerait une communauté européenne de défense, comme ce qui a été instigué dans les années 70, et on le porte depuis les années 70 d'ailleurs, depuis qu'on est présent au Parlement européen. Et en fait, être autonome, c'est aussi être autonome dans notre propre capacité à nous protéger et à nous défendre en cas d'agression, et de ne pas dépendre des Américains qui, on sait, ont des intérêts qui sont parfois divergents avec l'Europe. On aimerait placer l'Europe comme le continent au centre du monde, entre une Chine très virulente, entre un Proche-Orient qui s'embrase, entre une Russie qui nous attaque à nos frontières et une Amérique qui met du lait sur le feu. On aimerait une Europe pacifiée qui permette d'être une zone tampon entre tous les conflits du monde. Et donc, notamment, se doter de notre propre armée européenne, ce serait un bon début. Et ensuite, sur la paix, c'est non seulement la paix hors de nos frontières et sur nos frontières très proches, mais aussi la paix dans nos sociétés. Aujourd'hui, on a des sociétés qui sont hyper conflictualisées, très clivantes, où ça scène des coups de poignard médiatiques à chaque instant. Et en fait, on aimerait réinstaurer un débat plus modéré, arriver à faire comme en fait l'Europe fonctionne. Elle fonctionne sur le compromis. Et nous, on aimerait que la France, qui est particulièrement violente comme société, s'apaise et devienne un peu plus délibérative. D'accord. Et pour finir, donc l'écologie.
L'écologie, là, c'est littéralement mon nom de parti. Donc, ça fait un moment qu'on porte ça, depuis tout le moment. Et donc, sur l'écologie, on a commencé à le dire, toutes les mesures ne sont pas sans l'écologie. On est dans un changement qui est global, et donc on ne pourra rien faire sans l'écologie. Aujourd'hui, si on laisse se développer la crise climatique comme maintenant, en fait, les premiers touchés, ce sont les plus pauvres, encore une fois. Donc, il y aura une question de justice. Idem sur la question de la paix. Ben, il risque d'avoir des guerres pour les ressources. L'eau est en voie de disparition de plus en plus. Pour la question de l'énergie, c'est pareil. En fait, quand l'Ukraine est attaquée par la Russie, ben, on a un boom énergétique et on se voit en difficulté pour arriver à s'approvisionner sans la Russie. Et donc, cette bifurcation de système, c'est aussi sortir du pétrolier russe et du pétrolier du Moyen-Orient et arriver à créer une autonomie énergétique européenne par l'écologie. Donc. Et ensuite, il y a la protection globale de notre santé. On aimerait créer un organisme européen de protection de la santé, parce qu'en fait, ce n'est pas dans les compétences de l'Union actuellement, mais grâce à la crise du Covid, en quelque sorte, on a vu qu'on pouvait se saisir de ça. Et donc, l'Union européenne a été à peu près le seul continent à être à la hauteur pour répondre à la crise. Et ce serait intéressant de créer un organisme qui permette de réguler les médicaments et de ne pas faire qu'il y ait une inflation très forte, notamment sur les produits qui sont vitaux, comme l'insuline pour les personnes diabétiques. Aujourd'hui, aux États-Unis, l'insuline elle a grimpé de 130% en moins de 3 mois, parce que c'est la spéculation. On en revient à la justice sociale. Et donc, on en revient encore à la justice. Et donc, c'est intrinsèquement lié, ces trois thématiques, comme quoi le projet de société est bien rodé. Et donc sur cette Europe de la santé, aussi une Europe avec moins de toxiques. Aujourd'hui on a Lyon, les PFAS, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est des perfluorés qui nous polluent tous parce que c'est des polluants qui sont rejetés par des entreprises qui les créent, ça n'existe pas dans la nature, et qui sont éternels. Et donc qui contaminent nos organismes et qui participent à créer beaucoup de cancers notamment. Et donc on est pour l'interdiction de ces PFAS en Europe et aussi pour beaucoup de pesticides comme le glyphosate sur lequel on bataille depuis 5 ans. On avait réussi en commission à le faire interdire. On a eu un gros backlash qui est arrivé et donc ça a été une défaite face au lobby. Mais on sera de nouveau là en juin pour se battre. Et d'ailleurs, par rapport à ces lobbies, comment pouvez-vous imaginer une victoire avec plus de députés face à ces lobbies ultra puissants à Bruxelles? Les lobbies, en fait, je veux dire sommairement, oui. Ils connaissent leur tête. Quand ils vont au Parlement, nous, quand on a rencontré des eurodéputés, ils nous disent la première semaine, ils font toutes les portes, ils viennent vous voir et puis ils essayent de vous vendre des trucs et ils voient si vous êtes réceptif. Sinon, et en fait, les écologistes, plus personne ne les emmerde pendant 5 ans. n'ouvrent pas la porte. Voilà. Quand t'as le lobby du pétrole qui vient de toquer à la porte, tu ne réponds pas la première semaine, en fait, t'as la paix pendant 5 ans et tu peux travailler sainement. D'accord. Les lobbies, ils vont juste voir ceux qui sont clients, ceux qui prennent leur argent, ceux qui prennent leurs idées, leurs rapports. En fait, la lutte contre les lobbies, elle est pas si difficile si on a un peu de rigueur intellectuelle. Très bien. Et pour conclure, votre tête de liste, Marie Toussaint, pourquoi forcément voter pour Marie Toussaint et cette liste Europe Écologie Les Verts et non pas pour une autre liste écologique comme il peut y avoir avec le parti Equinox? Parce que je pense qu'on a une vision fondamentalement différente. Nous, on porte une écologie politique et une écologie européenne. C'est les deux fondements de notre parti, c'est le fédéralisme et une écologie politique et aussi un volet antinucléaire. Alors qu'Equinox est un parti qui dit ne pas être ni de droite ni de gauche et dépasser tout clivage en pragmatisme, l'idéologie d'extrême centre qui se dresse comme ça. Non, nous on ancre notre clivage plutôt à gauche. On pense que en extrayant les informations scientifiques des rapports du GIEC, ce qu'on fait depuis 50 ans, on peut dresser une société future, désirable, et pas uniquement un constat d'échec, parce qu'en fait, si on regarde les rapports du GIEC, on va nous dire on va tous crever. Sommairement, c'est ça, demain, ça va être compliqué. Il y aura plus de conflits dans les sociétés, notamment autour des ressources. Il y aura de moins en moins d'alimentation. Il y aura de plus en plus de difficultés à vivre en raison des événements climatiques. Et donc, nous, on essaye de montrer qu'il y a d'autres sociétés qui sont possibles, en dehors d'une société capitalisme fondé sur le profit et l'exploitation des ressources naturelles, qu'il est possible de créer autre chose, un espace démocratique, en fait, comme ce qu'est l'Europe. Aujourd'hui, on a plutôt une Europe qui est pour le libre-échange et une Europe des traités plutôt libérale. Nous, on souhaiterait que l'Europe devienne la première puissance de la paix, mais aussi la première puissance écologique en Europe. Et en fait,
on est vachement en avance comparé à tout le reste du monde. L'Europe est celle qui légifère le plus sur les questions climatiques et donc on a plutôt bon espoir à ça. Et en fait, comparé à ces partis, il y a une question de vote utile. Sur une élection proportionnelle, il n'y a pas forcément la question du vote utile, mais dès qu'on dépasse les 5%, il faut bien choisir son candidat qui fasse plus de 5%. Et en fait, il y en a 9 qui font plus de 5% actuellement. Et donc, tous ces micro-partis, il y a l'écologie au centre de Jean-Marc Governatori qui est aussi là. Enfin, je crois qu'il y a 5 micro-partis qui se revendiquent de l'écologie, et plus ou moins de droite ou de gauche. Et donc, en fait, il faut juste choisir le projet qui est le plus cohérent. Aujourd'hui, nous, on a un bilan qui est présent depuis 40 ans, en fait. Et donc nos eurodéputés sont souvent les mieux notés. Si on regarde, par exemple, Oxfam a classé tous les eurodéputés français et les 4 premiers, c'est des Français et c'est des écologistes, donc Gwendoline Delbos-Corfield qui est de Grenoble. Et notamment elle a travaillé sur l'état de droit, c'est très intéressant, je le conseille. Le 9 juin, on n'a pas beaucoup d'alternatives. En fait, on a un Rassemblement national qui est à 30% et un bloc macroniste qui existe de moins en moins, à une quinzaine de pourcents. Et en fait, entre l'alternative de l'Europe des nations, portée par Jordan Bardella, et l'Europe des marchés d'Emmanuel Macron, il y a l'Europe de l'écologie, il y a l'Europe de la paix, il y a l'Europe de la justice, il y a l'Europe portée par Marie Toussaint. Et en fait, on a un bilan depuis 5 ans, je vous invite à le regarder, et on souhaite continuer tout ça, faire que l'Europe garde sa grandeur, garde une puissance, et qu'on arrive à s'imposer entre les va-t-en-guerre et les pacifistes. Rendez-vous le 9 juin. Rendez-vous le 9 juin.